pour son allocution. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Gabriel Boric Font, président de la République du Chili. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée générale des Nations unies, à tous les habitants de cette terre qui nous écoutent, en 2025, cela fera 80 ans que 51 pays ont pris la décision transcendantale de créer l'Organisation des Nations unies. Notre pays, le Chili, a toujours participé avec fierté à cet effort collectif. Nous avons été un des pays fondateurs de l'organisation et aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, nous continuons de défendre la démocratie, la paix, le multilatéralisme et le respect plein et entier des droits humains. Le monde a beaucoup changé depuis 1945. En 1945, il devait être fort complexe. Plein d'espoir après la fin de la guerre, mais déchiré par la pauvreté, la destruction et la mort enregistrée dans son sillage. En 1945, le monde était encore marqué par l'infamie du colonialisme et l'on commençait à voir fleurir ces efforts inexorables d'émancipation des peuples souhaitant se débarrasser de leurs bourreaux. Je le répète, beaucoup de temps s'est écoulé, le monde a radicalement changé. Imaginez qu'un jeune de 20 ans de l'époque se réveille aujourd'hui, comme par magie, en 2024. Je suis certain qu'il ne pourrait pas en croire ses yeux. Le monde a changé, mais certaines choses, elles, ne changent pas. À titre d'exemple, nous l'avons répété ici, je citerai le Conseil de sécurité de l'ONU. Le monde de 2024 n'a plus rien à voir avec le monde de 1945. J'ai écouté attentivement ce matin Monsieur le secrétaire général de l'ONU, le président Lula du Brésil, le président Biden des États-Unis, lesquels se sont dit d'accord sur la nécessité de réformer le Conseil pour l'adapter au monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'empêche? Qui l'empêche? Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle s'y oppose? Le Chili propose de fixer un délai pour la réforme du Conseil pour que, aux 80 ans de l'ONU, cet anniversaire soit fêté avec un Conseil de sécurité adapté au monde d'aujourd'hui, dont ferait partie le Brésil pour l'Amérique latine, l'Inde et au moins un pays d'Afrique, entre autres. Rien ne l'empêche, si ce n'est peut-être le manque de volonté de notre part. Les institutions humaines dépendent de la volonté de leurs dirigeants, de nous. Celles qui ne sont pas capables de s'adapter à notre temps, à leur époque, courent le risque de disparaître. Rappelons l'effondrement rapide de la Société des Nations. De fait, parfois, le changement est le meilleur moyen de préserver la continuité de notre histoire. C'est précisément le cas aujourd'hui. Il en va de même de la gouvernance financière. Nous saluons les efforts déployés par les institutions financières mondiales pour se moderniser. Mais, au nom du Chili, nous appuyons avant tout la proposition de l'Afrique sous l'égide du Nigeria de lutter contre l'évasion fiscale, les flux financiers illicites et les inégalités en matière de collecte de l'impôt au travers de la création d'une convention sur la coopération fiscale internationale pour parvenir à un système plus transparent, plus inclusif, un système d'impôt mondial qui permette d'assurer le financement de la lutte contre la crise climatique, un système au sein duquel les pays et les grandes entreprises rendraient compte de leurs mouvements et fourniraient aux pays desquels ils ont obtenu leur richesse ce qui leur revient. Pour relever ces défis et tant d'autres, il ne fait aucun doute que seule une femme, telle qu'indiquée dans le Pacte pour l'avenir que nous avons signé ce matin, une femme
d'Amérique latine, en application du principe de rotation géographique, seule une femme, disais-je, pourra mener à bien ce processus en poursuivant les réformes lancées par Antonio Guterres. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les dirigeants et dirigeantes de ce monde, parfois, la communauté internationale se voit accusée de deux poids, deux mesures face aux violations des droits humains qui surviennent dans une région ou une autre du monde. On condamne ce que fait son adversaire, mais lorsqu'un soi-disant ami ou quelqu'un de la même couleur politique viole la Charte des Nations Unies, on détourne le regard. Ou on prône l'ambiguïté. Au Chili, nous nous rébellons contre les deux poids, deux mesures en matière de droits humains. En tant que président jeune d'Amérique latine et de gauche, je le dis haut et fort, les droits humains doivent être respectés en tout temps et partout. Et nous devons exiger ce respect, peu importe la couleur politique du dictateur ou du président qui viole ces droits. Une adolescente palestinienne assassinée à Gaza, le travailleur vénézuélin contraint de quitter sa patrie, l'enfant ukrainien enlevé par la Russie, l'opposant réduit au silence au Nicaragua, ou la femme expulsée d'une école en Afghanistan au seul motif qu'elle est une femme, sont avant tout des êtres humains. La voix de toutes les nations, peu importe leur position politique, doit s'exprimer pour les défendre. Telle est la position de principe qui est la nôtre, par-delà tout intérêt géopolitique. Telle est la position que nous défendons au Chili. Pour toutes ces raisons, je refuse de choisir entre le terrorisme du Hamas et le massacre, la conduite génocidaire de l'Israël de Netanyahou. Nous n'avons pas à choisir entre deux barbaries. Je fais le choix de l'humanité. Nous dénonçons l'occupation illégale des territoires palestiniens, la négation de fait de l'existence d'un État palestinien indépendant par le pays occupant. Au nom du Chili, nous demandons un cessez-le-feu immédiat à Gaza qui mette fin aux souffrances, aux massacres de la population palestinienne. Plus de 40 000 morts ont déjà été enregistrés. Imaginez. Nous exigeons aussi, de manière claire, sans embâche, la libération immédiate de tous les otages entre les mains du groupe terroriste Hamas. Nous soulignons qu'Israël doit respecter le droit international, cesser de créer ou d'étendre des colonies de peuplement illégales en territoire palestinien occupé et mettre un terme aux massacres à Gaza, aux attaques indiscriminées qui visent la population civile. Et tout comme notre politique d'État l'a toujours dit, nous insistons ici sur la nécessité de parvenir à une solution de deux États sur la base de frontières définies, sûres, reconnues à l'international sur la base des frontières de 1967. Par ailleurs, l'agression de l'Ukraine par la Russie doit cesser. C'est l'ONU qui doit mettre un terme à cette violation flagrante du droit international. Nous ne pouvons accepter que se normalise le fait qu'un pays en envahisse un autre et s'accapare une partie de son territoire. Pour les pays de petite taille comme le nôtre, exiger le respect du droit international est la principale garantie dont nous disposons de voir respecter notre propre souveraineté, notre propre intégrité territoriale. Je tiens ici aussi, depuis cette tribune, insister tout particulièrement sur la situation des enfants ukrainiens enlevés par la Russie et amenés sur le territoire de la Russie. Ils doivent être restitués à leurs familles. Devant cette Assemblée, le Chili réaffirme son attachement à la démocratie en tout temps. C'est là le seul système capable de préserver la paix, de réaliser le développement durable, et de protéger la dignité, les droits, les libertés fondamentales de la personne. C'est pour cette raison que nous voyons avec préoccupation la désaffection croissante des citoyens et citoyennes du monde vis-à-vis de certaines formes de gouvernance, partout, y compris chez nous. Tout comme nous sommes préoccupés par l'émergence de dirigeants autoritaires qui
qui insultent ou poursuivent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Il est de notre devoir de hausser la voix, de lutter contre ceux qui sapent la démocratie avec autoritarisme ou en diffusant de fausses nouvelles, toute honte bue. Dans le même temps, nous devons être capables de réagir aux désirs, aux besoins, à l'angoisse de nos peuples, de nos citoyens, pour qu'ils retrouvent confiance dans les institutions et les mécanismes démocratiques. Nous sommes préoccupés de constater que ces menaces planent sur notre région. Le Chili continuera de jeter des ponts entre les sociétés diverses, souhaitant l'intégration des voix de l'Amérique latine dans le monde pour promouvoir la paix et la stabilité, comme nous l'avons récemment fait, dans le cadre de la rencontre organisée avec le président de l'Espagne et du Brésil, lors du sommet des dirigeants progressistes. Cela n'empêche pas que l'on condamne vigoureusement toute violation des droits humains, du droit international, toute atteinte à la démocratie dans les pays voisins. Le Chili est particulièrement attentif à ce qui se passe au Venezuela qui traverse une crise. Nous sommes face à une dictature qui prétend voler une élection, qui poursuit ses opposants, qui reste indifférente face à l'exil non pas de milliers mais de millions de ses citoyens. Cette crise exige une solution politique qui reconnaisse le triomphe de l'opposition dans les prochaines élections et qui permette une transition pacifique vers une démocratie en bonne et due forme. Je me dois aussi de dire que les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis, comme je l'ai dit personnellement au président Biden, n'aident pas à régler le conflit. Bien au contraire, elles ne font que l'aggraver. Ces sanctions économiques frappent le plus durement le peuple vénézuélien, plutôt que ses gouvernants. Elles frappent les plus humbles, les travailleurs. La crise politique vient s'ajouter à une crise économique. Et prises conjointement, elles ont poussé plus de 7 millions, vous entendez, 7 millions de Vénézuéliens ont été poussés à l'exil, ont dû quitter leur pays, dont près de 800 000 se trouvent au Chili. Et je me dois d'être clair à cet égard. Le Chili n'est pas en mesure d'accueillir davantage de migrants. J'en appelle aux autorités des États-Unis. Levez les sanctions économiques dont nous savons dans le Sud qu'elles ne causent que davantage de pauvreté parmi les populations, sans toucher les dictateurs. Aucun d'entre nous, même le plus puissant, ne peut faire face aux phénomènes tels que la crise climatique, aux pandémies, à la révolution numérique ou à la criminalité transnationale organisée, à lui seul. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons aussi besoin de l'ONU, d'une communauté internationale plus forte, plus active. Telle est la vision que nous avons portée dans le cadre de notre participation aux assises de différents organismes des Nations Unies. Je souligne ici la présidence du Chili de l'ECOSOC, assurée par Paola Narváez. Je m'exprime aussi au nom de mes compatriotes pour ici évoquer notre préoccupation face à l'augmentation de la délinquance et de la criminalité transnationale organisée et ses effets dévastateurs pour la sécurité et le développement des pays, ainsi que pour la démocratie et la vie de nos populations. Il est fondamental que nos gouvernements agissent de concert, élaborent des politiques publiques, trouvent des stratégies, les capacités nécessaires pour freiner les délits financiers, lutter contre le trafic de drogue, mettre un terme à la traite de personnes, au trafic d'armes, des phénomènes qui frappent nos pays. La sécurité est aujourd'hui la préoccupation principale de la plupart de nos habitants au Chili, tout comme dans le reste de l'Amérique latine. Les États ne peuvent pas baisser les bras, ne peuvent pas accepter comme normal la violence et la criminalité organisée. Soyons fermes contre les délinquants. Luttons inlassablement contre la corruption et édifions des communautés et la cohésion sociale au sein de nos sociétés. Le Chili s'est aussi engagé à élaborer des réglementations pour encadrer
le développement de l'intelligence artificielle de manière éthique, transparente et responsable, en respectant les droits humains, en protégeant les données personnelles, en promouvant l'intégrité de l'information et de son utilisation à l'ère du numérique. Aujourd'hui, et je suis certain que vous utilisez, vous, des applications d'intelligence artificielle dans vos téléphones, par exemple. L'intelligence artificielle reproduit, multiplie les préjugés, les stéréotypes, fruits d'un renforcement des biais existants dans les bases de données qui les entraînent. Allons-nous attendre des grandes entreprises qu'elles s'autorégulent? L'histoire nous a montré que cela ne fonctionne pas. La communauté internationale doit faire en sorte que les plus faibles, qui sont exclus de ce nouveau monde en formation, puissent l'intégrer. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, maintenant, comme par exemple en exigeant la traçabilité des algorithmes, des audits des données et des mesures humaines correctives, nous risquons, en l'espace de quelques années, d'assister à un nouveau type d'extermination, l'extermination par le numérique de cultures non hégémoniques. Et nous perdrions alors une partie de la diversité précieuse de l'humanité. Ne permettons pas que cela se produise. L'intelligence artificielle et les nouvelles technologies peuvent être un outil remarquable pour le monde. Rappelons aujourd'hui la loi 0 de la robotique d'Isaac Asimov, qui, au milieu du siècle dernier, nous enjoignait déjà à dire qu'un robot ne peut pas nuire à l'humanité ou par inaction permettre que l'humanité subisse un préjudice. Il est de mon devoir, enfin, d'attirer votre attention sur le défi le plus important qui est le nôtre et celui de notre génération. Je veux parler de la crise climatique. Protéger, préserver la vie sur Terre est une tâche que nous devons assumer maintenant. Je vous le dis au nom du Chili, un pays frappé par la sécheresse, les inondations, les incendies toujours plus fréquents. Ici, les frontières disparaissent, vous le savez, parce que nous sommes touchés de la même manière par le cyclone Idai qui a frappé le Malawi et le Mozambique il y a quelques années, par les grands incendies qui ont ravagé l'Australie, les inondations au Bangladesh, le couloir sec d'Amérique centrale, la menace que fait représenter les océans aux Maldives ou les incendies qui frappent aujourd'hui Cordoba en Argentine. Ne nions pas la science, ne nions pas notre responsabilité en tant qu'humanité vis-à-vis de cette crise. Au nom du Chili, je dirais que nous apportons notre pierre à l'édifice. Nous sommes en train de modifier notre bouquet énergétique, laissant de côté les combustibles fossiles, avançant vers la neutralité carbone en protégeant nos océans, nos forêts, nos zones sauvages, en préservant l'Antarctique. Nous sommes un pays de l'Antarctique et nous avons ratifié le traité BBNJ sur la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. J'invite tous les pays à le signer et à appuyer notre ville patrimoniale de Valparaiso pour accueillir le secrétariat du traité susmentionné. Face à l'ampleur de ces défis, les efforts isolés ne fonctionnent pas. Nous avons besoin que chacun, en particulier les grandes puissances et ceux qui ont bénéficié de l'exploitation indiscriminée des ressources naturelles de notre planète des décennies durant, assument leurs responsabilités et soutiennent financièrement, pas uniquement à grand renfort de bonnes intentions, ceux qui aujourd'hui sont à la traîne. Nous ne saurions oublier que nombre des pays aujourd'hui développés le sont précisément parce qu'ils ont spolié les richesses d'autres peuples pendant bien trop longtemps et en toute impunité. Les défis sont nombreux, mais rien n'est inéluctable. C'est la raison pour laquelle je reste pétri d'espoir, je suis optimiste par rapport à cet avenir commun qui est le nôtre. Il ne tient qu'à nous de bâtir un monde plus juste et digne pour chacune de nos habitants, pour les générations futures. Il y a quelques semaines, Elvira Hernandez a été la deuxième poétesse à recevoir le prix national de littérature au Chili, après Gabriela Mistral, prix Nobel. J'aimerais, pour conclure, paraphraser
ici une mise en garde qui figurait dans un de ses poèmes. Nous sommes des oiseaux migrateurs, mais nous nous sommes habitués à nous comporter comme des monuments. Ne transformons pas le multilatéralisme et le système des Nations Unies en un monument stérile, statique. Faisons de cette grande réalisation historique qui est née des cendres de la Seconde Guerre mondiale une énergie robuste, renouvelée en 2024 afin d'améliorer la qualité de vie de l'humanité tout entière. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République du Chili.